rebonjour, créatures de la nuit. Ici Kim et bienvenue dans cette deuxième partie de notre exploration des cultes mineurs de vampires, la mascarade. Donc, si la première partie vous a donné un aperçu des factions occultes qui rôdent dans l'ombre, préparez-vous parce que cette fois, on va aller encore plus loin. Donc, aujourd'hui, on plonge dans l'histoire et les croyances de 4 nouveaux cultes qui, malgré leur taille, n'ont rien à envier aux grandes sectes en termes d'influence et de mystère. Commençons par les Hijos de Si, ou les enfants de Si, qui forment un culte vampirique fascinant et énigmatique, opérant principalement au Pérou et en Bolivie. Donc leur histoire, qui s'étend sur près de 1500 ans, est profondément ancrée dans un mélange de mythes précolombiens, de traditions vampiriques locales et de mysticisme lunaire. Donc, fondé par Hilary, une prêtresse moche dévouée à la déesse lunaire Si, ce culte a émergé comme une force spirituelle singulière, combattant le vide laissé par le déclin du sabbat en Amérique du Sud. Donc, le nom du culte fait référence à Si, la déesse lunaire, que les adeptes vénèrent comme une figure de sagesse et de protection. Donc, Si, selon leurs croyances, est une divinité oubliée, révélée par des visions ancestrales, mère des créatures de la nuit et guide des damnés. Donc, elle est associée aux Mashukuna, oui, des entités vénérées comme des esprits anciens habitant une réalité parallèle baignée dans la lumière de la lune. Donc, ces Mashukuna, considérés comme des avatars de Si, seraient des gardiens d'une sagesse ancienne et clés pour échapper aux djihad et au cycle de la réalité elle-même. Donc, les enfants de Si protègent les ossements des Mashukuna qu'ils croient sacrés. Ces reliques servent non seulement d'objets de culte, mais jouent aussi un rôle central dans leurs rituels et leurs cérémonies. En échange de leur dévotion, les Mashukuna offriraient des révélations mystiques, la promesse d'une rédemption spirituelle et une voie vers une ère où seule la lune en fait régnerait, libérée de l'emprise du soleil. Donc, pendant des siècles, les descendants d'Hilary ont constitué l'épine dorsale des enfants de Si. Cependant, avec l'effondrement du sabbat, de nouveaux membres issus de l'ancien bastion de Lima ont rejoint leur rang. Donc, ces recrues-là, vampires comme mortels, se consacrent à renforcer les sanctuaires des Mashukuna et à protéger les ossements sacrés. Parallèlement à ça, ils maintiennent un réseau complexe de désinformation, oui, réduisant les Mashukuna à des simples mythes pour égarer les mortels curieux. Donc, si les enfants de Si fonctionnent comme une organisation semi-autonome, chaque cercle agit indépendamment, mais tous partagent des rituels, des enseignements et une foi commune. Donc, cette décentralisation-là leur permet de s'adapter aux réalités sociales et culturelles locales, bien que les tensions surgissent parfois autour de l'interprétation divergente des doctrines de Si. Donc, au cœur des croyances des enfants de Si se trouve la vénération de la lune comme symbole de pouvoir, de régénération et d'équilibre. Donc, les membres voient en elle une force capable de guérir les blessures spirituelles des vampires et de guider leurs âmes perdues. Les cérémonies nocturnes, oui, organisées lors des pleines lunes, sont essentielles à leur culte. Donc, ces rituels incluent des chants, des danses, des offrandes de sang, souvent prélevées sur des volontaires, pour renforcer leur lien avec Si. Les oracles lunaires, des figures centrales du culte, transmettent des prophéties et des conseils, orientant les membres dans leur quête spirituelle. Donc, contrairement à d'autres cultes vampiriques, les enfants de Si adoptent une approche bienveillante envers les mortels. Ils les considèrent comme leurs frères et leurs sœurs de jour, prônant une coexistence respectueuse plutôt que l'exploitation brutale qui caractérise la Camarilla ou le sabbat. Donc, cette philosophie unique leur permet d'établir des alliances inattendues et d'attirer des partisans parmi les humains. Donc, après des siècles marqués par les persécutions du sabbat, les enfants de Si cherchent à restaurer leur puissance. Hilary, leur fondatrice, met l'accent sur la reconstruction et le renforcement de leur sécurité. Les signes de la Guéhenne les poussent à se préparer à une tempête imminente. La seconde inquisition a fait rôde, les sangs clairs se multiplient dans les rues de Lima, puis il y a des menaces surnaturelles comme celles qui hurlent dans la forêt au Brésil, qui se font de plus en plus pressantes. Pour protéger leur sanctuaire, les enfants de Si ont fortifié des mines qui abritent les ossements des Mashukuna. Donc, ces labyrinthes souterrains-là, équipés d'arsenaux redoutables, rivalisent avec les warren des Nosferatu de Brasilia. Donc, leur priorité reste d'assurer la survie de leurs reliques sacrées et d'accumuler les ressources nécessaires pour accomplir leur mission divine.
Les enfants d'ici se positionnent comme une alternative, oui, spirituelle aux grandes factions vampiriques. Ils attirent des vampires marginaux, des jeunes sans clan et des individus désillusionnés par les luttes de pouvoir incessantes entre la Camarilla et les anarques. Leur philosophie, qui est axée sur la sagesse, l'équilibre et la coexistence, résonne particulièrement auprès de ceux qui rejettent la violence aveugle et le dogmatisme. Donc, en dépit de leur influence croissante, les enfants d'ici évitent les conflits politiques majeurs, préférant se concentrer sur leur quête mystique. Donc, tandis que les autres factions s'épuisent dans la guerre laguéenne, les enfants d'ici tournent leur regard vers la lune, attendant patiemment l'obscurité apaisante d'une salvation promise par-ci. Donc, leur foi indéfectible et leur résilience face aux adversités en font un culte qui est quand même unique, un refuge pour les damnés cherchant un sens dans les ténèbres éternelles. On a ensuite les fils et les filles d'Hélène, aussi appelés les Ménéléens, qui sont un des cultes les plus complexes de Vampire la Mascarade. Donc, ce culte-là est formé autour des figures mythiques de Ménélas et d'Hélène de Troie, et ce réseau d'influence mêle passion, trahison et haine immémoriale. Donc, ces deux Mathusalem légendaires incarnent les archétypes puissants, l'amour destructeur et la guerre inexorable, dont l'impact continue de façonner les croyances et les ambitions de leurs fidèles, bien après la dispersion ou leur sommeil profond. Donc, les origines du culte remontent à la guerre de Troie, une histoire enracinée dans la mythologie humaine, mais qui, selon certaines rumeurs, aurait également sa place dans l'histoire vampirique. Donc, Hélène, l'incarnation de la beauté fatale et du chaos, aurait été étreinte par un puissant vampire dont l'identité demeure obscure. Son époux humain, Ménélas, le roi de Sparte, aurait quant à lui été transformé sur le champ de bataille, son âme immortelle consumée par une quête infinie, oui, de vengeance contre Paris et Troie. Leur histoire millénaire, marquée par une attraction irrésistible et une haine dévorante, a donné naissance à des factions parmi leurs descendants et adorateurs. Donc, certains les vénèrent comme des dieux modernes incarnant des forces primales, tandis que d'autres les considèrent comme des figures tragiques, prisonnières d'une spirale de malédiction personnelle. Donc, le culte des fils et filles d'Hélène n'est pas une organisation monolithique, mais un réseau fragmenté où chaque faction interprète différemment l'héritage d'Hélène et de Ménélas. Donc, on a deux grandes tendances qui vont émerger. Les Héléniens, inspirés par Hélène, célèbrent la beauté et la stratégie et la manipulation. Pour eux, Hélène, c'est une muse divine, un symbole de perfection et d'influence. Leur approche privilégie l'intrigue subtile et la persuasion, considérant la beauté comme une arme capable de transcender la force brute. Ces adeptes cherchent à imiter son pouvoir sur les mortels et les vampires, manipulant les événements dans l'ombre pour atteindre leur objectif. De l'autre côté, on a les Ménéléens, fervents partisans de Ménélas, qui vont valoriser la bravoure, l'ordre et la justice, ou, selon certains, une vengeance implacable. Donc, ils voient en lui un protecteur de l'humanité chargé de défendre les mortels contre les forces chaotiques et destructrices. Leur méthode, beaucoup moins subtile, s'appuie sur la force militaire et l'action directe. Donc, ces deux factions-là s'opposent fréquemment, mais leur conflit ne dégénère pas toujours en violence. Ils se livrent souvent à des jeux d'influence formant des alliances temporaires pour combattre des ennemis communs, comme le sabbat ou les sectes infernalistes, oui. Donc aujourd'hui, les fils et filles d'Hélène agissent comme un réseau sophistiqué d'influence au sein de la société vampirique. Leurs membres occupent des positions stratégiques dans la Camarilla, les anarques et même, dans de rares cas, le sabbat. Donc, on parle de conseillers, d'artistes, de stratèges ou de guerriers. Ils vont apporter une perspective unique au conflit moderne. Les Ménéléens, en particulier, ont une forte présence dans les régions chargées d'histoire antique, comme la Grèce, l'Italie ou le Moyen-Orient. Bien que leur influence soit plus limitée en Amérique, ils commencent à s'implanter dans des villes comme New York ou Los Angeles, cherchant à recruter parmi les jeunes vampires désillusionnés. Donc, le culte se distingue par ses rituels mêlant pratiques vampiriques et mythologie grecque. Ces cérémonies incluent des représentations théâtrales de la guerre de Troie, des chants en langues anciennes et des sacrifices symboliques. Certains rituels reproduisent les épreuves légendaires traversées par Hélène ou Ménélas, renforçant la cohésion entre les membres et invoquant leur bénédiction.
Parallèlement, le culte préserve des archives détaillées sur les interactions entre vampires et mortels à travers l'histoire. Donc ces documents-là, jalousement protégés, sont parfois échangés contre des services ou des alliances stratégiques. Donc les fils et filles d'Hélène entretiennent des relations complexes avec d'autres cultes. Leur haine pour les Bahri, les adorateurs de Lilith, est légendaire. Donc ces deux groupes s'affrontent sur des interprétations opposées du rôle de Lilith dans l'histoire vampirique. En revanche, ils partagent parfois des objectifs avec les Amaranthans, notamment dans la traque des vampires coupables de diablerie. Donc leur véritable rival, cependant, ça reste le sabbat. Là où le sabbat cherche à détruire les anciens et à précipiter la Géhenne, les Ménéléens privilégient la préservation de l'ordre et la continuité. Donc cette opposition idéologique alimente à la fois les intrigues subtiles et les conflits ouverts. Les fils et filles d'Hélène incarnent un équilibre quand même très intéressant entre héritage mythologique et influence contemporaine. À travers leurs croyances, leurs rituels et leurs intrigues, ils perpétuent l'histoire légendaire de Ménélas et d'Hélène tout en s'adaptant aux enjeux du monde des ténèbres. Donc que ce soit par la beauté envoûtante des Héléniens ou la force implacable des Ménéléens, ce culte continue de façonner la destinée des vampires, oscillant entre lumière et ténèbres, entre amour et guerre, entre passion et destruction. On a ensuite la voie unique et véritable, ou The One True Way, qui est un culte vampirique qui marie spiritualité ancestrale et méthode moderne pour propager son message. Donc, inspiré par la quête de la Golconde, un état spirituel transcendant où les vampires et bêtes coexistent en parfaite harmonie, ce culte s'adresse aux kindred en quête de rédemption et d'équilibre intérieur. Donc la Golconde, qui est une aspiration rare et énigmatique, promet une délivrance de la lutte constante entre l'humanité des vampires et leur nature bestiale. Les origines de la voie unique et véritable sont entourées de ce mystère-là, bien que le culte soit souvent associé au maître des corbeaux, une figure mystique mentionnée dans les textes anciens tels que Lair of the Hidden et Becket Jihad Diary. Donc, décrit comme un ancien vampire possédant une sagesse hors du commun, le maître des corbeaux aurait partagé ses enseignements pour guider les kindred vers la Golconde, établissant les fondements de cette voie spirituelle. Donc, contrairement à d'autres cultes enfermés dans des traditions millénaires, la voie unique et véritable a su évoluer avec son temps. Donc, adoptant des outils contemporains comme des brochures, des séminaires interactifs et même des présentations PowerPoint, le culte a transformé des pratiques mystiques en un mouvement accessible à une large audience vampirique. Donc, cette modernisation-là va refléter une volonté d'adapter les enseignements spirituels à une époque où la technologie et les modèles organisationnels influencent tous les aspects de la société, même celle des damnés. Donc, la voie unique et véritable fonctionne comme une organisation pyramidale, empruntant des éléments au modèle de développement personnel et au marketing multiniveau. Donc, chaque membre initié est encouragé à recruter des nouveaux adeptes et à leur transmettre les enseignements, créant ainsi une dynamique de réseau qui s'étend rapidement. Donc, les recrues participent à des séances collectives mêlant rituels mystiques, des ateliers d'introspection modernes, où sont introduits, dans le fond, les principes fondamentaux, de la Golconde. Donc, les échelons supérieurs de l'organisation sont composés de mentors spirituels chargés de guider les novices dans leur cheminement personnel. Ces mentors-là, souvent des vampires plus expérimentés ou ayant eux-mêmes approché l'état de la Golconde, jouent un rôle clé en aidant les nouveaux membres à équilibrer leur humanité avec leur nature vampirique. La structure cultive un esprit de communauté, insistant sur l'idée que la progression collective est tout aussi importante que la transformation individuelle. Le message central de la voie unique et véritable repose donc sur 3 principes fondamentaux qui attirent particulièrement les vampires tourmentés par leurs conditions. Premièrement, la quête de l'équilibre. Chaque vampire est encouragé à maîtriser sa bête tout en préservant son humanité. Donc, des pratiques introspectives, des exercices spirituels, des rituels spécifiques aident les membres à explorer leur dualité et à trouver une harmonie intérieure. Deuxièmement, la communauté. Contrairement à de nombreux cultes centrés sur l'illumination individuelle, la voie unique et véritable met l'accent sur la progression collective. Les membres partagent leurs expériences, soutiennent les autres dans leur lutte et célèbrent ensemble les progrès de chaque individu vers la Golconde. Troisièmement, la rédemption. Le culte promet que suivre ces enseignements permet de transcender la malédiction vampirique.
Cette perspective-là de paix intérieure et de libération attire particulièrement les Kindred désillusionnés par des guerres intestines, des grandes sectes ou accablés par leur propre existence. Donc, malgré son message attractif, la voix unique et véritable n'est pas exempte de critiques. Certains vampires la considèrent comme un culte manipulateur exploitant les Kindred vulnérables. La structure pyramidale et la forte insistance sur le recrutement ont suscité des accusations de mercantilisme spirituel, réduisant parfois les nobles idéaux de la Golconde à une entreprise de prosélytisme opportuniste. Cependant, pour les adeptes, le culte reste une lueur d'espoir dans un monde de ténèbres. En combinant sagesse ancienne et outils modernes, la voix unique et véritable s'efforce de montrer qu'il est possible, même pour les damnés, de trouver un sens à leur existence et d'atteindre une forme de transcendance. Que l'on y voit une voie vers l'illumination ou une simple illusion, ce culte continue de fasciner, de diviser et d'inspirer les Kindred à travers le monde des ténèbres. Finalement, on a les serviteurs d'Irad qui forment un des cultes les plus extrêmes du monde des ténèbres. Donc, dévoués corps et âme aux antédiluviens, ces êtres mythiques considérés comme les ancêtres de tous les vampires, les serviteurs d'Irad embrassent avec fanatisme la prophétie de la Géhenne à des fins, qui annoncent la fin des temps vampiriques. Ce culte rigide et apocalyptique se distingue par son obéissance absolue et son acceptation de la destruction comme un moyen de renouvellement. Le nom du culte tire son inspiration d'Iran, supposé membre de la deuxième génération des vampires et enfant direct de Caïn. Dans la mythologie de vampire La Mascarade, Iran, aux côtés des autres vampires de sa génération, servait Caïn pour régner sur l'humanité naissante. Mais leur histoire s'est terminée dans le sang. Dans le fond, les 3 descendants de Caïn direct furent détruits par leurs propres descendants, les antédiluviens, lors d'une révolte qui marque une fracture décisive dans l'histoire vampirique. Cependant, les serviteurs d'Irad ne vénèrent pas Irad lui-même. Ils utilisent son nom comme un symbole d'obéissance absolue, rendant hommage à sa loyauté envers Caïn, tout en déclarant leur propre dévotion aux antédiluviens. Pour eux, ces figures mythiques ne sont pas des monstres à craindre, mais des entités divines destinées à purger la race vampirique et à restaurer un équilibre sacré lors de la Géhenne. Alors que la plupart des vampires redoutent la Géhenne comme une apocalypse imminente, les serviteurs d'Irad la considèrent comme une étape nécessaire et divine. Donc, ils croient que les antédiluviens, dans leur rôle apocalyptique, viendront détruire les indignes et renouveler le cycle de la non-vie. Donc, cette vision les pousse à embrasser une philosophie d'obéissance et de sacrifice, où leur propre annihilation serait un prix juste pour accomplir la volonté des antédiluviens. Donc, cette croyance place les serviteurs d'Irad dans une position unique au sein de la croisade de la Géhenne, un conflit eschatologique là, qui divise tous les vampires. Tandis que le sabbat cherche à prévenir la Géhenne en détruisant les antédiluviens, les serviteurs d'Irad adoptent une position opposée. Ils voient dans la Géhenne une fatalité inévitable et travaillent activement pour préparer son avènement. Donc, les serviteurs d'Irad sont organisés de manière hiérarchique et militaire, avec une structure qui reflète leur discipline extrême. Au sommet se trouve Synode, un conseil composé de membres anciens et visionnaires qui interprètent les prophéties et définissent les stratégies du culte. Sous le synode, des leaders régionaux, appelés Main, supervisent les activités locales. Ils vont coordonner les efforts et les différentes cellules. Ensuite, on a les membres de base, connus sous le nom d'ascètes, qui vivent une existence austère et ascétique. Leur quotidien est rythmé par des rituels stricts, des jeûnes, prières, exercices physiques destinés à renforcer leur discipline et leur dévotion. Chaque ascète est étroitement surveillé parce que toute faiblesse ou déviation est considérée comme une trahison envers les antédiluviens et le culte. Donc, les serviteurs d'Irad ne se contentent pas d'attendre passivement la Géhenne et agissent activement pour préparer le terrain. Leur dévotion les pousse à des actions extrêmes, notamment la traque et l'élimination des ennemis des antédiluviens, qu'il s'agisse de vampires, d'humains ou d'autres créatures surnaturelles. Ils vont infiltrer des sociétés vampiriques pour collecter des informations et contrecarrer des plans du sabbat et de la Camarilla. Ils vont considérer des plans qu'ils vont considérer comme des obstacles à la volonté divine des antédiluviens. Donc, leur fanatisme, combiné à une discipline sans faille, les rend redoutablement efficaces. Ils sont prêts à tout, y compris au sacrifice total, pour accomplir ce qu'ils perçoivent comme leur mission sacrée.
Donc, pour les serviteurs d'Irad, la Géhenne n'est pas une fin, mais un renouveau, ou un nouveau commencement. Donc, ils croient fermement que leur rôle est de servir d'instrument à la volonté des antédiluviens, même si ça signifie leur propre destruction. Donc, cette foi-là, qui est inébranlable, mais elle a une organisation rigide puis une méthodologie impitoyable, fait d'eux un des cultes les plus redoutés du monde des ténèbres. Donc, alors que le sabbat cherche à annihiler les anciens et que la Camarilla tente de préserver un semblant d'ordre, les serviteurs d'Irad se placent à part dans une quête singulière d'obéissance absolue et de destruction sacrificielle. Donc, ils incarnent une facette terrifiante de la mythologie vampirique, la conviction que, parfois, à la fin du monde n'est pas un cauchemar à éviter, mais un destin à embrasser. Donc voilà, créatures de la nuit, notre plongée au cœur des cultes mineurs de Vampire la Mascarade a maintenant touché à sa fin, suite à la première vidéo. Donc, ces factions-là, souvent éclipsées par les grandes sectes, regorgent quand même de mystères et de forces insoupçonnées qui peuvent beaucoup apporter à nos chroniques. Donc, si vous insérez, si vous impliquez ces cultes mineurs-là dans vos chroniques, écrivez-les en commentaire. Comment vous les avez intégrés, si vous aimez que vos personnages, que vos kindred à vous fassent partie de ces cultes-là, dites-nous-le, dites lesquels. Encore là, partagez vos inspirations pour inspirer le reste de la communauté. Et sinon, si vous aimez la vidéo, un petit pouce en l'air pour nous encourager. Vous pouvez vous suivre sur Patreon et suivre la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!